Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous partons au Caire, une ville de plus de 18 millions d'habitants, ce qui en fait la plus grande ville d'Égypte, sa capitale, mais aussi une mégalopole en constante transformation. Alors il faut également rappeler que l'Égypte connaît une transition politique depuis 2011 et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sonia Dridi. Bonjour. Vous étiez correspondante pour France 24 au Caire de 2011 à 2015 et vous avez couvert la Révolution. Oui. J'ai également Claude Guibal à mes côtés. Vous êtes grand reporter à France Inter et vous avez aussi couvert la Révolution. Absolument, bonsoir. Bonsoir. J'ai également avec moi Maboud Ibrahim. Alors vous êtes franco-égyptien, vous avez la double nationalité et vous êtes entre la France et l'Égypte. Et vous êtes également ex-exécutif à la Banque internationale. Bonsoir. Et enfin, j'ai à mes côtés Éléonore Fallot. Vous étiez en charge de plusieurs projets dans le domaine culturel en Égypte pendant de nombreuses années. C'est ça. Bonsoir. Alors, pour débuter cette émission, nous allons tout de suite écouter le consul général de France au Caire, qui nous fait un état des lieux de la communauté française en Égypte. Bonjour à tous. La communauté française du Caire compte aujourd'hui environ 5000 personnes. C'est une communauté française qui est repartie à la croissance, après notamment les révolutions de 2011 et 2013, et qui représente l'essentiel de la communauté française vivant en Égypte, qui est évaluée à environ 6000 personnes. Après les révolutions de 2011 et 2013, la communauté française avait décliné. Elle est aujourd'hui repartie en croissance, notamment en raison de la conclusion récente de grands contrats dans le domaine de la défense, mais aussi dans le domaine des infrastructures civiles. Je pense notamment à un contrat portant sur la prolongation du métro du Caire. Alors ces secteurs sont extrêmement variés. Les 140 filiales françaises qui sont actives actuellement en Égypte emploient environ 33 000 personnes. Et donc vous allez retrouver dans la communauté expatriée des ingénieurs, des techniciens, des hommes d'affaires, aussi des responsables humanitaires, des cadres qui travaillent dans les représentations diplomatiques ou d'organisations internationales, quelques membres de congrégations religieuses, ou alors des chercheurs, également des journalistes. Donc une communauté vraiment très diverse. Alors Claude Guibal, nous sommes à 5 ans de la Révolution. Quelle est la situation politique actuelle ? Elle est en tout cas très loin des espoirs qui étaient portés par cette révolution qui a commencé donc le 25 janvier 2011. La situation aujourd'hui, vous la connaissez, au niveau sécuritaire, elle est quand même extrêmement compliquée. L'Égypte fait face à une grosse vague d'attentats, à une présence du groupe État islamique dans la province du Sinaï, à l'est. Depuis, en 5 ans, il y a eu un énorme chaos politique qui a suivi l'élection de Mohamed Morsi, le premier président civil élu en Égypte, qui a été élu un an après la Révolution, frère musulman, avec un mandat qui s'est écourté après les grandes manifestations qui, le 30 juin 2013, ont conduit l'armée à le déposer, à la suite de millions et de millions de personnes dans les rues, parce qu'il y a eu une ivresse du pouvoir total des frères musulmans, largement aidé en cela par l'État profond égyptien, qui a aussi très largement contribué à la chute de Mohamed Morsi. Bref, tout ça a quand même entraîné une période de chaos sécuritaire aussi, qui a fait que la population aujourd'hui, 5 ans après, est épuisée. Aujourd'hui, c'est l'ancien militaire Abdel Fattah el-Sisi qui est aujourd'hui président de l'Égypte. Après un gros flou parlementaire, un nouveau parlement égyptien vient d'être mis sur pied après 3 ans sans parlement. L'Égypte a un parlement, mais qui est aujourd'hui plus une chambre d'enregistrement qu'un véritable contre-pouvoir, puisqu'il n'y a pas d'opposition dans ce Parlement. Et vous avez une population qui est aujourd'hui extrêmement fatiguée par ces 5 années, qui aspire à du calme, quitte à ce que ce soit au détriment de sa liberté politique. Mais vous avez malgré tout le ferment de cette révolution qui était quand même une révolution portée par des revendications sociales, notamment, qui existent toujours. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau social en Égypte, et la situation économique, qui, vous le savez, est extrêmement compliquée. Sonia Dridi, vous avez aussi constaté des déceptions,
vous me dites. Oui, énormément. Tous les jeunes et les moins jeunes qui ont participé à la révolution sur la place Tahrir, une révolution qui a duré, puisqu'après, il y a eu des mois de manifestations, à chaque fois avec des demandes différentes. Chaque vendredi, on avait le vendredi de la colère, le vendredi... chaque vendredi avait un nom. Et vraiment, les activistes ont l'impression qu'on leur a volé la révolution. Tout d'abord, comme Claude l'a dit, alors il y a eu les militaires qui ont finalement organisé une élection. Ensuite, ils ont l'impression que les frères musulmans leur ont volé la révolution. Ensuite, de nouveau les militaires. Il y a une énorme déception, voire dans certains cas de la déprime. Parmi les dizaines de milliers de prisonniers politiques qu'il y a actuellement en Égypte, il y a des centaines d'activistes laïcs ou alors de chercheurs, aussi de journalistes, des gens qu'on a croisés sur la place Tahrir, qu'on connaît, qui sont aujourd'hui enfermés. Et donc, c'est vraiment une situation très difficile. Alors, qui a un impact sur la situation économique aussi, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des secteurs aussi qui ont été touchés, Claude Guibal ? En premier lieu, le secteur touristique, parce qu'il faut voir que l'Égypte est un pays avec une économie de rente dont les 4 principales sources de revenus étaient les hydrocarbures. Bon, vous savez quel est l'état du marché des hydrocarbures aujourd'hui, le tourisme, les revenus des travailleurs expatriés dans le Golfe notamment, et le canal de Suez. Donc tout ça sont des secteurs qui, pour des raisons différentes, souffrent, et en premier lieu le tourisme, sur lequel l'Égypte a bâti vraiment une grosse partie de son expansion économique et qui est aujourd'hui totalement sinistré par la situation sécuritaire. Oui, si on va dans des villes comme Luxor ou Assouan, on rencontre des guides touristiques qui ont dû vendre leurs voitures, qui arrivent très difficilement à survivre au jour le jour, parce que vraiment les touristes ont déserté l'Égypte. Il y a eu peut-être à un moment un regain, peut-être 2 ans après la Révolution, mais ensuite avec la destitution des frères musulmans, puis avec l'arrivée de Sisi, les attentats à bombes qui sont multipliés, ça replonge, et vraiment c'est extrêmement difficile pour une grande partie de la population qui travaille de plus ou moins près dans le secteur touristique. Donc l'Égypte est en mouvement constant, et on va par ailleurs écouter Agnès de Biage qui est libraire au Caire, et qui nous parle de cette explosion de la ville du Caire. Bonjour Paris, je suis Agnès de Biage. J'ai créé en 2004 la boutique librairie Oumeldounia en plein centre du Caire, en réalité en bordure de la place Tahrir très exactement, sans savoir que celle-là allait être au cœur des événements de 2011. Le Caire est une ville absolument gigantesque, de 18 à 20 millions d'habitants selon les estimations, une ville polluée, une ville avec énormément de circulation, une ville très très encombrée vraiment, et qui surtout explose de toutes parts, et avec une grande banlieue plutôt résidentielle qui se développe à la périphérie de la ville. Cette grande banlieue change complètement les données géographiques du Caire, dans la mesure où des pôles d'attraction émergent un petit peu de toutes parts, et cela effectivement modifie les habitudes de circulation des gens dans la ville, et rajoute une dimension encore plus encombrée au niveau du trafic. Marboud Ibrahim, Agnès de Biage nous parlait de cette grande banlieue. Est-ce que l'Égyptien pense à grande échelle ? Mais il est clair qu'il pense à grande échelle. La preuve, c'est qu'avec le nouveau projet de la nouvelle branche du canal de Suez, en l'espace de 10 jours, les Égyptiens ont souscrit jusqu'à 64 milliards de livres égyptiennes. C'est l'équivalent d'un peu plus de 7 milliards d'euros. C'était vraiment très impressionnant. Éléonore Fallot, vous avez vécu au Caire. Quelle est l'ambiance ? Ça grouille, c'est impressionnant. Oui, le Caire, comme vous le disiez, est une ville avec près de 20 millions d'habitants. C'est une ville qui grouille, qui est extrêmement étendue, élargie. Ça peut être fatigant pour des gens qui ne sont pas habitués. C'est fatigant au niveau visuel, sonore, olfactif aussi, puisque c'est une ville qui est très polluée. À l'inverse, c'est un côté très vertigineux et envoûtant. Moi, personnellement, c'est une ville qui me fascine. Sonia Dridi, est-ce que les lieux à la mode changent avec cette histoire de grande banlieue
Je pense que depuis aussi la révolution de 2011, je pense que les lieux à la mode ont un petit peu évolué parce qu'il y a eu aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une émergence au niveau artistique et des nouveaux cafés aussi qui se sont vraiment qui ont été construits après la Révolution. Ensuite, je pense que la vie quotidienne de chaque habitant est différente en fonction du quartier où il habite. Je pense qu'il y a vraiment une vie, c'est tellement étendu, la ville du Caire, que chacun sait aussi ses habitudes et parfois des gens qui habitent dans ces banlieues de la périphérie qui n'ont jamais été à la place Tahrir ou qui n'ont jamais été pendant la Révolution. Donc il y a presque des villes parallèles et c'est ça qui fait que le Caire est extrêmement fascinant malgré le bruit, la pollution et que c'est très fatigant et parfois oppressant. Mais il y a vraiment tout un système de vie parallèle et je pense que c'est ce qui nous plaît à tous. Claude Guibal, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, absolument, c'est la superposition des mondes. Hein. Vous savez, on dit que New York, c'est Big Apple et que le Caire, c'est Big Mango, puisque la mangue est un des fruits nationaux en Égypte. Et c'est vrai que le Caire, voilà, moi j'ai été frappée, ayant vécu pendant 15 ans au Caire, de voir comment ces gated communities, ces nouveaux quartiers en périphérie du Caire ont brutalement bourgeonné, se sont étendus au point que, comme le disait Sonia Dredi, ce sont aujourd'hui des petites villes qui vivent de façon presque autonome, parce qu'il peut y avoir des centres de vie, des restaurants, des lieux de scolarité, des entreprises qui s'y installent ou à proximité. Donc, un expatrié, par exemple, va avoir tendance assez facilement à pouvoir s'installer là-bas, puisque tout est sur place, tout est simple et moins congestionné que dans le Caire, ce qui fait qu'il y a des gens, effectivement, qui ne vont jamais ou n'ont jamais l'occasion de se rendre dans le centre du Caire et donc de connaître ces fameux embouteillages dont parlait Agnès de Biage. Alors, il y a un autre boom qu'a connu le Caire après la Révolution, c'est le domaine culturel. Et on va retourner voir Agnès de Biage nous en parler. Les événements de 2011 ont effectivement entraîné une explosion du besoin de s'exprimer, notamment de manière artistique. Ça s'est vu sur les murs du Caire très très rapidement avec tous les graffitis qui ont pu émerger, particulièrement en plein centre du Caire, en bordure ici de la place Tahrir. De cette génération de jeunes graffeurs ont suivi également des dessinateurs de bande dessinée, mais également des musiciens, du théâtre, du cinéma. Et aujourd'hui, c'est toute une jeune génération d'artistes qui émergent avec des codes différents, des idées différentes et surtout un moyen de montrer l'Égypte telle qu'elle est autrement. Éléonore Fallot, vous connaissez bien ce domaine, vous avez travaillé longtemps dans l'art contemporain et vous avez constaté, j'imagine, ce boom culturel dont parle Agnès de Biage. Oui, effectivement, il y a vraiment une différence avant et après la Révolution en Égypte dans le domaine culturel. Il y a eu vraiment l'émergence de nombreux cafés, comme le disait Sonia, énormément de galeries d'art contemporain dans des quartiers assez variés du Caire, même si c'est vrai qu'on reste relativement toujours autour du centre-ville, du cinéma alternatif aussi qui est apparu et qui a permis de voir autre chose que des comédies égyptiennes, ce qui était difficile avant. Agnès le disait, ces graffitis qui ont émergé partout autour de la ville, avec quand même toujours la difficulté pour ces centres d'art de toucher toutes les couches de la société. Évidemment, ça reste souvent une élite qui est concernée, en tout cas une élite intellectuelle. On voit aussi aujourd'hui que la situation de la scène culturelle en Égypte se dégrade et je pense que le pouvoir égyptien aujourd'hui est très inquiet de voir cette effervescence culturelle et pense que c'est là que va renaître la révolution s'il y en aura une autre. Et on le voit d'ailleurs, l'un des grands centres culturels du centre-ville, Town House, vient d'être fermé par les autorités égyptiennes juste à la fin de l'année. Ils ont scellé le lieu pour des raisons un petit peu obscures. Voilà.
Claude Guibal, est-ce qu'il y a un problème de censure? La censure en Égypte, c'est quelque chose d'ancien, hein. Elle n'est pas née avec la Révolution. Effectivement, hein, comme le dit Léonore Fallot, là en ce moment, on se rend compte, en tout cas qu'à l'anniversaire de cette révolution, il y a une reprise en main préemptive sur tout ce qui risque de bouger. Donc on arrête les activistes, on clôt certains lieux. Quant à la censure, elle existe en tant que, même, enfin, de façon très institutionnelle. Il y a un institut de la censure pour le cinéma. Effectivement, au Caire, alors moins maintenant, mais il y a eu une époque où il n'y avait pas un film étranger. En tout cas, tous les films sont soumis à la censure et certains étaient très, très découpés, un peu moins maintenant. Les publications, les livres. Alors, il y a la censure officielle et puis il y a aussi une censure qui est plus sociale, plus institutionnelle. Ça peut être aussi par les anathèmes lancés par certains présentateurs de talk-show qui vont décréter que tel ouvrage, tel film, telle chanson est choquante. Et alors, à ce moment-là, il va y avoir vraiment un halali complet dans le pays. Sonia Dridi, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que c'est intéressant de parler des talk-shows parce que c'est un peu une dimension assez importante ces derniers temps. Aujourd'hui, il y a une propagande médiatique claire dans les médias d'État et pour eux, et donc il y a cette narrative finalement de grand soutien au président, l'ancien maréchal Abdel Fattah el-Sisi, et puis de la part des autorités, on a l'impression qu'il y a une volonté, justement avec cette fermeture de cette galerie et la rénovation de la place Tahrir qui en soi est très bien, des bâtiments repeints, mais on a l'impression que tous les signes de la Révolution doivent être effacés, et donc ça c'est quand même près de 5 ans après la Révolution, c'est quand même inquiétant. Il y a un drapeau, je crois, qui est en plein centre de la place Tahrir, maintenant a été implanté, il y a un monument aux martyrs qui avait été détruit, donc il y a vraiment, je pense, entre la fermeture des lieux culturels, plus cette volonté, on a l'impression d'effacer tous les signes du 25 janvier. Oui. Non, on le voit d'ailleurs dans cette fameuse rue dont parlait Agnès avec tous les graffitis. Régulièrement, l'armée venait repeindre la rue en blanc et les activistes, enfin les artistes créaient même des événements Facebook en disant tel jour, telle heure, on retourne faire des graffitis. Et régulièrement, l'armée repeignait en blanc. Mahmoud Ibrahim, vous voulez... Oui, il y a toujours, justement, avec la Révolution, il y a eu cette effervescence artistique. Il y a eu le fameux Kaiser qui est considéré comme le Banksy égyptien parce qu'il tient à ne pas dévoiler son identité. C'est lui l'auteur du fameux graffiti sur Morsi, Morsi beaucoup. Your fear is their power, votre peur est leur pouvoir. Et il est exposé dans des galeries à Zamalek comme Artax. Il y a aussi le fameux le Dali égyptien Yasser Rostom qui a été exposé à Ubuntu. C'est un peu du surréalisme avec des thèmes pharaoniques, avec des thèmes politiques. Donc il y a toujours une effervescence, il y a toujours cet élan qui, malgré tout, continue. Alors on va continuer à parler de toutes ces problématiques. Merci Éléonore Fallot d'être venue témoigner sur ce plateau. On va tout de suite écouter Agnès de Biage sur les possibles difficultés que l'on peut rencontrer quand on est un entrepreneur. Être libraire au Caire n'est pas toujours une chose aisée. Effectivement, je suis libraire francophone, donc j'importe tous mes livres de France. L'importation est particulièrement compliquée en Égypte. Alors bon, pour les livres, ça va encore à peu près, mais pour certaines marchandises, c'est beaucoup plus complexe. Au niveau des livres, on doit quand même effectivement passer les ouvrages par la censure qui vérifie nos factures et qui demande à viser certains livres. Bon, l'ensemble n'est pas vraiment problématique, hein, ça se passe plutôt bien, mais ça n'empêche que ça rajoute une lourdeur dans le processus d'importation. Globalement, avoir une entreprise en Égypte nous met forcément en face d'un certain nombre de difficultés. Bon, je dirais un petit peu comme dans tous les pays, mais on a affaire à une bureaucratie qui est assez lourde, qui est bien entendu corrompue et bon, enfin, on a affaire à des gens extrêmement gentils, mais pas toujours extrêmement rationnels, et qui ne comprennent pas forcément la réalité de l'entreprise. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pays dans le monde où c'est la même chose. Moi, j'ai trouvé que globalement, être entrepreneur en Égypte, c'était pas si compliqué que ça, et qu'on était en tout cas toujours très bien accueillis par les Égyptiens.
Merci à Agnès de Biage pour votre témoignage. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Barbier. Vous êtes directrice de Naos Marketing. Vous avez créé votre entreprise en 2007 et vous êtes également conseiller du commerce extérieur. Voilà, bonjour. Bonjour. Ravie de rejoindre le débat. Alors, je vous invite à rebondir sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que être un entrepreneur en Égypte, c'est compliqué ? Oui, alors je crois qu'Agnès disait plus ou moins que c'était relativement facile parce qu'il y avait des gens agréables, etc., gentils. Mon expérience montre que c'est pas toujours évident. J'ai eu beaucoup de difficultés, par exemple, à obtenir une licence pour pouvoir travailler. J'ai mis plus de 8 mois à l'obtenir. J'avais même pas imaginé qu'il en fallait une parce qu'en France, dans mon domaine d'activité, il n'y en avait pas besoin. Donc, j'avais pas imaginé. Je me suis trouvée confrontée à ça. Et je pense que pour échanger avec les conseillers du commerce extérieur très régulièrement, je vois bien qu'il y a quand même beaucoup de difficultés pour être en Égypte. D'ailleurs, pour essayer de compenser ça, je viens de créer une autre entreprise au Caire, qui est une sorte d'incubateur, hôtel pour entreprises, pour les aider à venir sans avoir toutes les formalités à faire. Ils sont hébergés chez moi, les salariés sont chez moi, etc. Donc, ils n'ont qu'à venir travailler, c'est tout. Donc, je veux dire que pour moi, ça m'a semblé important de pouvoir aider les gens à faire pour pouvoir faire cette démarche, venir en Égypte, travailler et se concentrer sur leur cœur de métier sans avoir à se préoccuper. Parce que maintenant, nous, on connaît un peu les ficelles, on sait comment faire. Alors, parmi quelques surprises, je crois qu'il faut faire un test du VIH pour pouvoir avoir le renouvellement du contrat de travail. Oui, donc il faut faire tous les ans pour avoir son renouvellement un test du VIH. Et dans mon entreprise, notre assistante est une dame qui a 65 ans, qui parle très bien français et qui quand même est très choquée à chaque fois et va dire à la personne qui m'emmène faire le test du VIH, mais quand même, tu as vu quel âge elle a ? Elle peut pas. Donc vraiment, je lui ai dit quand même, il y a une vie encore après un certain âge, donc bon. Mais bon, en tout cas, il faut le savoir. Parmi d'autres difficultés, les dessous de table, est-ce que ça existe ? Oui, bien sûr, ça existe. Mais alors, moi, je travaille dans une entreprise et j'ai mis des règles fortes. Bon, je me suis adossée, je pense que Sonia, tu connais, on a beaucoup impressionnée par par l'entreprise, tu connais. Et en fait, oui, j'ai mis des règles sur un certain nombre de domaines, et notamment dans ce domaine-là. J'ai dit jamais, il n'y en aura jamais. Et depuis 2007, il n'y en a jamais eu. Alors les choses sont plus difficiles pour moi, donc je vois bien que de temps en temps, j'ai des hostilités, j'ai des choses difficiles, mais globalement, ça se passe quand même pas trop mal. J'ai même à un moment refusé un certain nombre de choses vis-à-vis des organismes sociaux. Ils m'ont envoyé au tribunal et j'ai gagné au tribunal. Donc voilà, tout en étant une blonde. Et vous ne parlez pas arabe ? Et je ne parle pas arabe. Bon, je parle suffisamment dans la rue pour me débrouiller avec un taxi, savoir où je veux aller, etc. Mais professionnellement, je ne suis pas capable de suivre vraiment les conversations. Alors, on va continuer à parler du Caire, mais d'abord, on fait une page de publicité.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons du Caire et nous sommes en direct des studios de TV5 Monde. Vous pouvez par ailleurs nous suivre sur Twitter, hashtag 24 heures chrono TV. Alors, on a parlé des difficultés pour un chef d'entreprise. Mahmoud Ibrahim, vous êtes franco-égyptien, c'est votre particularité sur ce plateau. Peut-être vous avez des anecdotes et peut-être vous avez remarqué des différences interculturelles entre Français et C'est clair Égyptiens. qu'il y a des différences interculturelles, mais le système égyptien était un système à 2 vitesses. Parce que le fameux Inch'Allah existe, il existe toujours. Et pour celui qui veut faire du business en Égypte à ce niveau-là, il faut, comme l'a dit le poète Henri Michaud, rêve et enjambe. Alors pour l'Égypte, il faut rêver, il faut former pour enjamber. Donc l'Égyptien a besoin de beaucoup de centres de formation dans tous les domaines. Et la première coopération dans ce domaine a été au temps de Mohamed Ali, qui a amené le fameux Soliman Pacha, qui était le colonel Sèvres dans l'armée de Napoléon. Et ça a été un succès fulgurant. Les troupes égyptiennes sont arrivées jusqu'aux portes de Constantinople et ils ont dû rebrousser chemin moyennant que les forces suprêmes de l'époque garantissent à Mohamed Ali et sa dynastie de gouverner le Soudan et l'Égypte. Donc il faut avoir ce côté à un niveau. À un autre niveau, les Égyptiens font preuve de beaucoup de persévérance. Il y a des MBA, il y a dans le domaine technologique, par exemple, il y a eu une conférence qui s'appelait le Rise Up Summit et c'était impressionnant. Il y avait eu plus de 4000 intervenants entre des sociétés de technologie, des startups et des venture capitalists. Et par exemple, où j'ai eu l'occasion de suivre des cours, le campus grec de l'Université américaine du Caire s'est transformé en incubateur où il y a plus de 40 startups. Donc, c'est vraiment un côté en pleine effervescence. Nadine Barbier. Dans le domaine de l'entreprise aussi, il y a des différences culturelles, j'allais dire. Alors, pour rebondir sur le Inch'Allah, nous, on parle du syndrome IBM. Inch'Allah, Boukra Malesh. C'est très technologique. C'est très technologique. Alors, Inch'Allah, donc vous savez ce que ça veut dire. C'est si Dieu le veut. Boukra, c'est demain, parce qu'on peut toujours remettre à demain, n'est-ce pas, ce qui aurait pu être fait aujourd'hui. Et puis Malesh, c'est pas grave, c'est pas important. Enfin, voilà, c'est ça, si on peut traduire ça comme ça. Ça ne fait rien. Donc, ça ne fait rien, voilà. Donc, on est confronté à ça constamment dans le domaine de l'entreprise. Et c'est pas toujours facile, en fait, donc, de gérer ça. L'absentéisme peut être très, très élevé parce que le système de santé, je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard, est totalement différent. Et la culture, je pense aussi de la famille, fait que quand quelqu'un est malade et est à l'hôpital, on doit avoir 30 ou 40 personnes dans la chambre. Chez nous, ça semble aberrant, mais chez eux, c'est normal. Et si on n'y va pas, je pense qu'on est un peu mis à l'écart de la famille. Donc, la préférence pour le salarié est d'aller à la manifestation de la famille plutôt que de rester dans l'entreprise, tout en sachant qu'il risque de perdre son job, etc. Clair. Mais tant pis, la famille est bien plus importante. Donc, nous, on se bat un petit peu avec ces valeurs parce que ce ne sont pas les nôtres. Et c'est très difficile, donc, de gérer comme ça. Bon, autrement, je pense que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, enfin, c'est peut-être Agnès, les Égyptiens sont quand même des gens gentils, fondamentalement. Moi, donc, ça permet de s'adapter. Il faut faire attention à la sensibilité. Oui, je pense qu'il faut vraiment s'armer de patience et bien comprendre justement ces différences dont ils ont parlé. Moi, je sais qu'en arrivant, en plus en pleine révolution, j'avais un peu tendance à perdre patience avec mes caméramans qui arrivaient 1 heure en retard, qui effaçaient des images et pour eux, voilà, Maalish, c'était pas grave. Pour moi, c'était très grave. Et en fait, il y a vraiment une façon de parler. On se rend compte qu'ils sont très, très sensibles et beaucoup d'affect. Oui, vraiment beaucoup d'affect. Et c'est ce qui rend l'Égypte extrêmement attachante. Oui, d'ailleurs, c'est cet affect, il y a quelque chose d'extrêmement familial, il y a une intensité des relations, il y a aussi en même temps cette fierté d'être égyptien qui est très très fort. Donc, et puis c'est un pays qui a été colonisé, donc il ne faut pas oublier qu'en tant que Français, etc. et tout, il y a quand même ce passif derrière. Donc, tout aussi accueillants que sont les gens, il y a quand même cette limite-là qui est mise. Donc, c'est vrai que dans le rapport qui est fait, par exemple, face à un salarié ou face à un collègue de travail, il faut pas l'oublier. Alors, on va continuer d'en parler. On est obligé de faire une page de publicité, mais on continue après la pause.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons du Caire. Et donc, nous allons aborder la question de la vie quotidienne au Caire. Et nous allons tout de suite écouter une vidéo de Laurent Morel qui nous parle du logement. La majorité des logements sont des appartements. On peut trouver des maisons qui se trouvent essentiellement dans des campements. Alors, les charges sont assez faibles au Caire. Bien qu'en plein désert, la facture d'eau reste très basse. Quant à la facture de gaz, elle dépasse à peine 2 € par mois. Par contre, les factures d'électricité peuvent s'avérer très élevées, et notamment pendant les mois d'été, où vous faites fonctionner votre climatiseur. Là, vous pouvez atteindre 200 à 300 € par mois. Vous habitez tous un quartier différent, je crois, au Caire. Alors, je vais commencer par vous, Sonia Dridi. Quel quartier vous conseillez? Alors, moi, j'ai habité à Zamalek, qui est le quartier, on appelle c'est une île, en fait, l'île de Zamalek. Ce qui était pratique, c'est que c'est à 5-10 minutes, à 10 minutes en taxi de la place Tahrir. Donc, pour une journaliste, c'était très pratique. Et en même temps, c'est vrai que c'est une petite bulle où il y a beaucoup alors, c'est plutôt classe supérieure égyptienne ou beaucoup d'expatriés ou d'étrangers, de journalistes, de chercheurs, et on peut, pour une femme, se balader dans la rue un peu plus tranquillement. Il y a beaucoup de restos, de cafés. On se sent un peu dans une bulle. On est au bord d'une île. C'est magnifique. En même temps, c'est tout près du centre-ville. Donc moi j'ai vraiment apprécié. Je garde vraiment un très bon souvenir de Zamalek. Et Claude Guibal, vous étiez où par rapport à Sonia? Moi, j'étais de l'autre côté d'une île. En fait, j'ai vécu pendant 15 ans à Garden City, qui est un quartier que j'adore. Moi, j'aurais pas vécu ailleurs, en fait, au Caire, même si c'est un quartier que beaucoup de gens considèrent comme très mort. Alors, c'est la porte de la place Tahrir, si vous voulez. Donc, c'est un quartier qui a beaucoup subi de chocs pendant la Révolution, qui a été extrêmement, qui a connu des violences, voilà. Est-ce qu'il y a des quartiers à éviter concernant la sécurité, Nadine Barbier? Alors moi, j'habite dans un autre quartier. J'habite à Maadi, donc c'est le sud du Caire, un quartier où il y avait des ambassades auparavant et où est le lycée français. Donc en fait, il y a énormément de Français qui sont dans cette partie-là et d'Américains, parce qu'il y a le lycée français et le lycée américain qui sont à Maadi. Donc il y a beaucoup de Français dans cette zone-là, et pendant la Révolution, les entreprises françaises et l'ambassade conseillaient aux Français de tous venir habiter à Maadi. C'était plus sûr, il y avait les lycées et qui était un point pour la sécurité, etc. Donc... Maboudi Ibrahim. Moi, je suis né à Zamalek, donc je suis pour l'île de Zamalek. Parce qu'en fait, on trouve tout à Zamalek et je fais tout à pied pour éviter les embouteillages. Il y a l'Opéra du Caire, il y a l'hôtel Marriott qui a été construit, voilà, c'est le palais qui a été construit par Ismail Pacha pour accueillir l'impératrice Eugénie lors de l'inauguration du canal de Suez en 1869. Il y a également tous les restos, cafés UP, je cite le Pacha, le Outdoors, le Nile Maxim, le Pub 28. Et il y a plus de 15 galeries d'art qui ont déjà exposé pour plus de 60 artistes égyptiens. Donc, c'est très agréable. C'est très bien quand on y habite, mais quand on n'y habite pas et qu'on veut y aller, par exemple, moi, quand je veux y aller, je ne peux jamais me garer. C'est vrai. C'est totalement embouteillé. Et du coup, là, 2 fois récemment, j'ai fait demi-tour et je suis rentrée à Maadi sans m'être arrêtée à la galerie que je voulais aller voir. Le Club Gezira. Le Club Gezira. C'est une institution en Égypte. C'est magnifique, le Club Gezira. J'ai passé toute mon enfance. Concernant la sécurité, Sonia Dridi, est-ce que c'est un problème aujourd'hui? En Égypte, ça dépend à quel niveau. Je pense que... Il y a eu plusieurs attentats, donc contre le consulat italien le 11 juillet 2015, et puis un attentat le 7 janvier au matin. Alors au niveau des attentats, oui. Moi, je pense que je suis partie en juin dernier d'Égypte. Et à la fin, à chaque fois que j'allais au centre-ville pour mon travail ou autre, moi j'avais quand même un petit peu cette appréhension. Il y avait plusieurs explosions
qui se sont succédés ces derniers mois, cette dernière année et demie. Souvent, ça faisait des blessés. Il y a eu quelques policiers qui ont été tués au Caire, mais c'était souvent avec du matériel... Procureur, justement. Oui, voilà. Mais je veux dire, les civils n'étaient pas vraiment la cible de ces attentats au Caire, mais je trouve que vers la fin, moi, j'avais quand même une appréhension à ce niveau-là. Donc après, je pense que ça dépend des quartiers. Ouais. Voilà, moi, je me sens pas du tout. Voilà, mais c'est ce que je pense aussi que c'est parce que je ne prends pas de transport en commun. De temps en temps, je prends des taxis, mais la plupart du temps, je prends ma voiture. Je conduis ma voiture sans problème au Caire. Et je me sens en sécurité. J'ai un vieux gros 4x4. Et bon, je peux aller partout avec le 4x4. On va je me sens pas en insécurité. On va enchaîner sur le coût de la vie. Et puis, on va écouter tout de suite Ghislain de Rangerve nous en parler. Si vous vous déplacez de Paris au Caire, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 18%. Mais vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 050 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales légèrement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 40 400 € bruts au Caire pour maintenir le même niveau de vie. Nadine Barbier, quel portefeuille pour vivre au Caire quand on est un Français? Alors tout dépend si on veut vivre à la française ou à l'égyptienne. Je pense que là, voilà, ça c'est déjà on fait un grand écart là dans ces cas-là. Bon, par exemple, les tomates, c'est rien du tout. Ça coûte 5 livres le kilo, ça fait 50 centimes d'euros, donc c'est vraiment pas grand-chose. Si on veut manger fruits, légumes, tout ça, c'est à volonté pour pas grand-chose. Donc clairement, en revanche, les appartements, en ce moment là, depuis septembre, il y a eu une arrivée importante d'étrangers, italiens, français, américains qui sont arrivés au Caire. Et du coup, par exemple, à Maadi, les logements ont flambé. Donc, pour avoir un bel appartement, pas trop doré, on va dire, donc un peu qui peut nous plaire, on est quand même sur du 2 000 $, 3 000 $ minimum, en fait, maintenant, pour avoir quelque chose d'à peu près bien. Donc, c'est beaucoup augmenté par rapport aux années précédentes. Alors, il y a un autre sujet qu'on va aborder, c'est la scolarité. Et on va écouter Régine Prato, qui est membre de l'AFE-UFE, nous en parler. Alors moi, j'ai choisi bien évidemment, de mettre mes enfants au lycée français. Parce que dans les systèmes égyptiens, c'est d'abord, il faut parler la langue couramment. Hein. Mais il y a également les lycées religieux, où on peut mettre ses enfants, le lycée des frères, les sœurs, ils apprennent parfaitement bien le français. Moi, j'ai choisi le programme français pour mes enfants parce que ça m'était beaucoup plus simple de les suivre. Et puis c'était à proximité et j'avais envie d'une éducation quand même un petit peu à la française au cas où ils aient envie de rentrer, eux, en France. Claude Guibal, vous avez scolarisé vos enfants au Caire, hein? Oui, j'ai une fille qui est née au Caire et qui a fait le début de sa primaire et sa maternelle à l'école française à Zamalek, pour les mêmes raisons que Régine Prato, c'est-à-dire que je souhaitais être capable de pouvoir suivre sa scolarité et lui permettre, en cas d'expatriation dans d'autres pays, de pouvoir continuer sur la norme française au fil de mes affectations professionnelles. Le lycée français de Maadi vient de se diviser en deux cette année. Il y a un grand lycée tout neuf qui vient de se créer sur les hauteurs de Maadi et toujours le lycée que vous avez connu qui est maintenant l'école primaire et maternelle. Donc il y a vraiment de la place dans ce lycée et il y a une partie avec des Égyptiens et des Français. Sonia Dridi, vous voulez dire un mot sur le système public? Oui, qui est assez catastrophique en Égypte. Et c'est vraiment, moi ça m'étonne que ça soit pas davantage une priorité pour les autorités actuellement, l'éducation. Il y a un système public très inégalitaire et en fait il repose sur les cours privés. Donc toutes les familles qui ont un minimum d'argent, mais même parfois se saignent vraiment
pour pouvoir payer ses cours privés. Et il y a vraiment le système public est concentré sur la mémorisation, pas du tout de la pensée critique ou réflexion. Et il y a un système de sur quel les professeurs se concentrent sur quel va être le prochain sujet de l'examen pour essayer de deviner. Mais c'est vraiment un système qui fonctionne très mal et vraiment les familles. Moi, j'avais un des chauffeurs avec lesquels je travaillais qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui mettait ses enfants dans le privé et qui avait 3 garçons et qui vraiment passait une grosse partie de son budget dans ce Il y a des classes en ce moment, à la rentrée dernière, il y avait des classes où il y avait plus de 100 élèves et dont 50 étaient debout à l'arrière parce qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir, il n'y avait pas assez de place. Donc il y a vraiment un besoin de rénover le système d'éducation, effectivement, public en tout cas. Parce que c'est vrai qu'il y a des écoles privées. Très bien, voilà. Alors c'est peut-être aussi le cas du système de soins et on va écouter à nouveau Régine Prato nous en parler. Alors le système de santé est effectivement à 3 vitesses au moins. Il y a vraiment les hôpitaux d'État, il y a des cliniques un peu plus fiables, et puis alors vous avez les grands hôpitaux où effectivement là tous les expatriés vont se faire soigner et c'est des hôpitaux qui sont homologués par la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, et qui nous rassurent parce que justement la délégation de la CFE est venue et a sélectionné des hôpitaux, donc on est un peu plus rassurés quand on va dans ces hôpitaux-là. Claude Guibal, vous avez été hospitalisé, je crois, pendant 1 mois au Caire. Oui, je pense que c'est très, très important de penser à son assurance santé quand on s'expatrie au Caire, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un pays qui a des problèmes sanitaires, c'est un pays où il y a des problèmes de circulation et où la possibilité d'un accident est vite arrivée. Et l'hôpital, comme le disait Régine Prato, c'est, oui, au moins à 3 vitesses. Et alors, l'hôpital public, c'est une véritable catastrophe. Pour les Égyptiens, c'est vraiment extrêmement difficile, même les hôpitaux privés, parce que finalement, moi j'ai eu à le faire, vous avez des tuyaux partout et on vous dit, ah oui, mais on ne vous administrera ce médicament qui peut vous sauver la vie que si vous nous versez 1 000 € d'ici midi, et puis le soir même, on vous dira, bon, et puis pour les soins de demain, si vous ne nous versez pas 500 €, voilà, donc il faut tout payer au fur et à mesure, donc il faut qu'il y ait quand même des liquidités autour, parce que même quand on sait qu'on est remboursé, ce qui était mon cas par la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, il faut avancer cet argent. Il faut avoir aussi très très vite se renseigner pour pouvoir s'appuyer sur de bons médecins, sur un bon réseau. Votre médecin, quand vous le connaissez, si vous par bouche à oreille, si on vous en indique un bon, il va lui-même travailler avec ses propres infirmiers, avec son propre anesthésiste. Il a lui-même un réseau dont il va vous faire bénéficier. Et après, c'est vrai qu'une fois que vous avez la chance d'être dans ce réseau-là, les choses vont beaucoup plus vite qu'en France. C'est-à-dire qu'en Égypte, vous n'allez pas attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo ou quelque chose comme ça, ou pour faire un scanner ou un IRM, vous le faites dans l'après-midi. Donc, il y a là aussi, quand on a la chance de pouvoir avoir les moyens, une médecine qui peut aller beaucoup plus vite qu'elle ne va ici. Dans les entreprises aussi, c'est important. Enfin, moi, j'ai jugé bon que tout mon personnel bénéficie d'une assurance complémentaire, qui n'est pas du tout obligatoire en Égypte, en fait. Et donc, ça, c'est important parce que pour la santé des salariés. Oui. Alors, c'est la fin de l'émission, mais peut-être on peut terminer sur une touche positive. Peut-être Nadine Barbier. Oui, moi, je voulais dire qu'en Égypte, les choses paraissent compliquées, sont compliquées, mais on arrive toujours à trouver un moyen, long ou pas long, mais on arrive toujours à trouver un moyen de s'en sortir. Donc, je pense que c'est quand même très optimiste. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Oui, moi, je suis fascinée par la résilience des Égyptiens. C'est-à-dire qu'ailleurs, un autre pays, les mêmes conditions... voilà, l'Égypte a une force vitale. Enfin, oui, on croit toujours au miracle. Voilà, ça doit être le syndrome des pyramides, l'éternité. On va finir là-dessus, alors au miracle. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Donc merci Sonia Dridi. Je rappelle que vous étiez correspondante pour France 24 au Caire de 2011 à 2015. Merci à Claude Guibal, vous êtes grand reporter à France Inter. Merci aussi à Nadine Barbier, vous êtes donc directrice de Naos Marketing et conseiller du commerce extérieur. Et merci beaucoup à Mahmoud Ibrahim. Donc, vous êtes franco-égyptien entre la France et l'Égypte et ex-exécutif de Banque Internationale. Merci de nous avoir suivis. Les 24 heures chrono ne sont pas terminées puisque nous partons tout de suite à Panama.